Nikumuk à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis excité, comme un acteur porno. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui me passionne, et j'espère vous transmettre cette passion, c'est la photographie. Quand y pense, c'est un truc de malade. On est bercé d'images, et à aucun moment on s'est vraiment demandé, tiens, comment ça marche? Comment est-ce que c'est possible d'accomplir l'exploit de passer de juste de la lumière à une image? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo, et je vais y arriver, d'ailleurs. Déjà, quand tu regardes l'étymologie de photographie, photo, ça vient du grec photos, qui veut dire la lumière, tu le retrouves dans les photons, par exemple, et de graphos, qui veut dire écrire. Donc littéralement, photographier, c'est écrire avec la lumière. C'est juste hyper classe quand tu y penses. Donc dans la photo, tout, je dis bien tout, va tourner autour de la lumière. La priorité, ça va être d'en capter une quantité acceptable, donc pas trop peu, ni trop. Et tous les dispositifs qui prennent des photos, ou des vidéos, de toute façon une vidéo c'est une succession de photos, se basent sur le même fonctionnement pour convertir de la lumière en image. Que ce soit un appareil photo, un smartphone, la caméra de recul sur l'Audi Q2 de tes parents, ou la webcam de ton PC que le FBI utilise pour te regarder en train de t'égorger le poireau, tous disposent d'une optique, d'un diaphragme, d'un obturateur et d'un capteur. Ou d'un film, dans le cas de l'argentique. Mais comme on l'utilise plus vraiment, l'argentique, et ben voilà. Donc comme vous pouvez le voir sur le schéma, l'objectif c'est l'élément qui permet de concentrer la lumière et de la diriger sur le capteur, pour que ce dernier ait une image nette. Donc c'est ça, faire la mise au point. Donc l'objectif il est composé d'une optique et d'un diaphragme. L'optique, c'est l'ensemble des lentilles plus ou moins convexes ou concaves, et plus ou moins espacées les unes des autres. On va pas rentrer dans le détail parce que l'optique, c'est vraiment une discipline scientifique à part entière. Et donc l'ensemble de ces lentilles forme ce qu'on appelle l'optique. Donc c'est grâce à elle qu'on pourra avoir un cadrage plus ou moins serré, donc c'est ça le zoom au final, ce qui sera noté avec un nombre en millimètres. Vous avez peut-être déjà entendu un photographe qui dit « je vais sortir mon 50 mm ». Bah c'est ça. Et ce nombre en fait il correspond à la distance focale, c'est-à-dire la distance entre le centre optique et le plan focal. Le plan focal c'est là où tous les rayons convergent. Plus ce nombre sera grand, plus le cadrage sera serré, donc c'est le cas des téléobjectifs quand tu zoomes très très fort, et plus il est petit, plus l'angle de vision sera large. Donc en fait c'est le cas des grands angles, tout ce qui est caméra GoPro, tout ça. Le diaphragme, lui, on pourrait le comparer à la pupille de l'œil. La pupille, elle peut se dilater ou se contracter, comme une autre partie du corps, pour laisser passer plus ou moins de lumière. Et aussi dans le cas de prise de substances cheloues, ou lorsque tu ressens de l'attirance sexuelle pour quelqu'un. Voilà. L'ouverture du diaphragme, elle est notée avec un nombre précédé par la lettre F. Plus le nombre est grand, plus le diaphragme est fermé, et donc laisse passer peu de lumière. Plus il est petit, plus le diaphragme est ouvert, et donc plus il laisse passer de lumière. Facile. Du coup, l'optique et le diaphragme forment l'objectif, et on désigne d'ailleurs l'objectif avec les caractéristiques de la distance focale et de l'ouverture maximale du diaphragme. Donc c'est pour ça qu'un 35 mm f sur 1,4 aura une ouverture maximale de 1,4 et aura une distance focale de 35 mm, lui donnant un angle assez large. Et ce truc-là, bah en fait c'est un zoom, puisqu'il peut aller de 18 mm, où il aura une ouverture maximale de 3,5, jusqu'à 55 mm, où il aura une ouverture maximale de 5,6. L'obturateur, c'est la pièce mécanique qui permet à la lumière de passer ou non, plus ou moins longtemps. Donc c'est binaire, c'est soit ça laisse passer, soit ça laisse pas passer, pas un petit peu ou non. C'est pour ça qu'il faut pas le confondre avec le diaphragme, qui est présenté juste avant. Si on fait une analogie avec l'œil, le diaphragme, c'est ta pupille. Elle est plus ou moins dilatée en fonction de la quantité de lumière qui arrive dans ton œil, mais elle reste toujours ouverte. T'auras jamais ta pupille qui va devenir toute up. L'obturateur, c'est tout simplement tes paupières. Donc la durée où l'obturateur reste ouvert, ça s'appelle la durée d'exposition, ou le temps de pause, ou la vitesse d'obturation. Elle est souvent notée comme une fraction de seconde, par exemple 1/4 millième de seconde. Donc ça c'est la durée la plus courte qu'on peut trouver sur les appareils photo milieu de gamme. Sinon après ça peut monter sur du 1/8 millième de seconde. Donc plus le dénominateur, là le chiffre du bas là, est grand, plus le temps d'exposition est court. Et plus la vitesse d'obturation est grande. Un temps d'expo de 1 centième de seconde accueillera 2 fois plus de lumière qu'un temps d'expo de 1/2 centième de seconde, parce que c'est un temps 2 fois plus court, et il accueillera 2 fois moins de lumière qu'un temps d'expo de 1/50e de seconde, qui est du coup lui 2 fois plus grand. Enfin, le capteur, son objectif, lui, c'est de transformer la lumière en électricité,
Et ensuite, on a le CAN, donc le convertisseur analogique numérique, qui va transformer cette électricité, en fait, il va la coder en 0 et en 1, pour que ça devienne de l'information prête à être stockée. Et du coup, voilà, t'as ton fichier JPEG et t'as ta photo et t'es content. Donc le capteur, il est composé de photosites, qui chacun transforme la lumière reçue en électricité. Le nombre de photosites, ça s'appelle la définition. Ça, c'est quelque chose que t'as déjà entendu normalement. Et la résolution, quant à elle, c'est le nombre de photosites par unité de surface. On va retrouver le même vocabulaire pour les écrans, mais cette fois-ci, c'est pas avec les photosites, mais avec les pixels. Pixels qui font l'action inverse des photosites. Et il est possible de faire varier la sensibilité des capteurs, ce qui sera noté avec un nombre suivi de la mention ISO. Donc ISO, c'est les trucs de standardisation, c'est pour International Standardization Organization. Du coup, avoir les ISO bas, donc entre 100 et 800 ISO, ça signifie que notre capteur n'est pas du tout sensible et qu'il lui faudra beaucoup de lumière pour la convertir en électricité. Au contraire, quand on monte dans les ISO, ça veut dire que là, on peut voir clair même dans le noir. Donc là, je viens de vous exposer, grosso modo, le matos de base de tout appareil qui prend des photos. Il n'y aura pas la même taille, pas les mêmes caractéristiques, mais le fonctionnement ce sera toujours le même truc. Et donc, comme il y a le même matériel, forcément ça a le même fonctionnement théorique. Comme je vous le disais dans l'intro, le but c'est de capter pas trop de lumière, ni trop peu. Donc on arrive dans le pilier fondateur et sempiternel de la photographie, j'ai nommé l'exposition. Donc l'exposition, elle est gérée avec 3 leviers. 3 leviers dont je vous ai déjà parlé dans la première partie, donc c'est cool, vous allez mieux comprendre. Qu'on appellera la triade de la muerte. On a l'ouverture du diaphragme, le temps d'exposition et la sensibilité du capteur. C'est-à-dire qu'il n'y a que avec ces 3 leviers qu'on peut varier l'exposition. Et vous vous en rendez même pas compte, mais quand vous prenez des photos avec votre smartphone, il calcule automatiquement quelle est l'ouverture qu'il va falloir avoir, quel isomètre, etc., etc. Ça peut être intéressant d'imaginer l'exposition comme quelqu'un qui souhaite avoir un bronzage moyen. Donc il veut pas être trop blanc, mais il veut pas être trop cramé non plus. Donc dans cette analogie, ta peau c'est le capteur. Si elle a que trop peu d'exposition, elle va pas bronzer. Si elle en a trop, on va dépasser la teinte qu'on voulait avoir à la base. L'ouverture du diaphragme, c'est à quel point tu vas t'exposer au soleil. Est-ce que tu vas être complètement à poil sur la plage ? Est-ce que tu vas être un peu à l'ombre ? Est-ce que tu vas avoir un short ? Est-ce que tu vas être en combinaison de ski ? Ensuite, le temps d'exposition, c'est tout simplement le temps durant lequel tu vas être au soleil. Et la sensibilité, c'est si ta peau contient beaucoup de mélanocytes. Les mélanocytes, c'est ce qui produit la mélanine, et la mélanine, c'est ça qui donne le bronzage. Donc en gros, c'est ta capacité à vite bronzer ou pas vite bronzer. Voilà, juste avec cette analogie, normalement, tu comprends déjà tout. Donc si on revient à la photo, chaque levier pourra faire varier l'exposition comme on peut le voir sur le schéma. Plus un réglage s'éloigne du centre, plus il augmentera l'exposition, et le triangle formé par les 3 réglages représente l'exposition globale de notre prise de vue. Donc gros triangle égale exposition maximisée, et petit triangle, petite exposition. Attention quand même, l'exposition finale va dépendre des conditions d'éclairage. Du coup, un petit triangle peut très bien faire l'affaire sous un gros soleil d'été, alors qu'il faudra un gros triangle pour prendre des belles photos de nuit. Et là, on va arriver dans le début du pourquoi être photographe, c'est un métier. Parce que chaque levier, en fait, a un double tranchant, un double maléfique. Bref, un revers de la médaille qu'il faut connaître si tu veux pouvoir prendre de belles photos. Augmenter l'ouverture du diaphragme, c'est augmenter l'exposition. Mais attention, plus l'ouverture est grande, et plus la profondeur de champ est petite. Mais qu'est-ce que c'est que la profondeur de champ ? Alors en fait, il s'agit simplement de l'étendue de la zone de netteté dans la photo. Par exemple, si je fais le point sur un sujet, disons placé à 5 mètres, si j'ai une petite profondeur de champ, je verrai que les éléments entre 4,90 m et 5,20 m, grosso modo, qui seront nets. Tout ce qui sera avant et après sera de plus en plus flou. D'ailleurs, on peut appeler ça le flou d'arrière-plan, le bokeh, ou certains appellent ça le flou artistique. Si en revanche j'ai une grande profondeur de champ, on aura davantage de netteté à l'avant et à l'arrière du sujet. Donc si on remet tous les éléments dans l'ordre, si vous augmentez l'ouverture, vous augmentez l'exposition, et vous augmentez aussi le flou d'arrière-plan. Ça fait que cet effet secondaire peut être considéré comme un bon effet, parce que souvent on aime bien quand il y a beaucoup de flou.
Mais c'est pas forcément une règle absolue, et il y a des cas où on aimerait bien avoir beaucoup de netteté, notamment pour les photos d'architecture ou de paysage. Plus l'exposition dure longtemps, plus l'exposition finale est grande. Mais si un élément bouge pendant la prise de vue, alors il apparaîtra comme flou. C'est ce qu'on appelle le flou de bouger. Donc il peut provenir soit de l'appareil photo si l'appareil photo bouge pendant la prise de vue, ou alors d'un élément extérieur, par exemple un gars court pendant que je prends la photo, il peut apparaître comme flou si j'ai un temps d'exposition qui est grand. On préférera donc avoir un temps d'expo le plus court possible pour figer le mouvement, sauf si l'effet de flou est désiré. Et c'est aussi pour ça que le trépied, c'est un élément qui est hyper utilisé en photo, parce que il permet de limiter le flou de bouger dû uniquement à l'appareil photo. Avec un trépied, l'appareil photo, t'es sûr qu'il bouge pas. Par contre, t'es pas sûr que le gars il passe hyper vite devant toi et qu'il apparaisse comme flou. Du coup, avec un trépied, on peut prendre de très belles photos de nuit, parce qu'on peut avoir un temps d'exposition très long, par exemple plusieurs secondes, du moment que rien ne bouge. Et enfin, la sensibilité. Un capteur plus sensible aura besoin de moins de lumière pour la convertir en électricité. Par contre, si on a une grande sensibilité, on verra apparaître à l'image quelque chose qui s'appelle le bruit numérique. Et c'est dû à la surchauffe des photosites. Vu qu'on veut les utiliser trop fort, les photosites ils sont pas contents, et du coup c'est moche. Et on recherche rarement à avoir cet effet, parce que c'est moche. Mais après, la photo reste quelque chose de subjectif, qui est lié à la sensibilité de chacun, et dans certains cas, du bruit numérique peut être artistique. Mais dans la plupart des cas, c'est quand même sacrément dégueulasse. Donc on préférera avoir les ISO les plus bas possibles la plupart du temps, et les augmenter seulement quand les conditions d'éclairage seront à chier, et qu'on aura déjà ouvert à fond, qu'on aura déjà un temps d'expo assez long, et dans ce cas-là, oui, il ne nous restera plus que les ISO à augmenter. Les ISO. Donc voilà, vous savez désormais tout ce qui se passe derrière une prise de photo. Vous étiez sûrement pas au courant d'une bonne partie de tout ce que je viens de vous apprendre, mais c'est normal, parce qu'à notre époque, tout est automatisé. On n'a pas besoin de réfléchir à quoi que ce soit. L'appareil photo, ou en tout cas le portable, va gérer les paramètres en fonction des conditions d'éclairage et adapter la prise de vue en conséquence. Et c'est bien, parce que ça permet à tout le monde de faire des photos correctes, sans avoir à se trimballer un bagage théorique assez important. Après, c'est sûr que le mode auto va avoir ses limites quand on voudra faire quelque chose d'un peu plus créatif. Peut-être que tu veux plus de flou d'arrière-plan, peut-être que tu veux une ambiance un peu plus sombre, ou au contraire plus claire. Peut-être que tu veux faire la mise au point sur la tasse de café qui est au premier plan, et non pas sur le boule que tu es en train de mater et qui est à l'arrière-plan. Je te connais. Donc pour ça, va falloir prendre les choses en main, sans vilain jeu de mots, et quitter le mode automatique. Donc généralement, sur nos portables, sur l'interface de l'appareil photo, il y a moyen de quitter le mode auto et d'accéder à la triade de la muerte. Donc c'est cool dans un premier temps pour expérimenter un peu, jouer avec les 3 leviers pour voir ce que ça fait. Et si t'as accès à un appareil photo, vas-y. Et quitte le mode auto, va voir un peu ce que proposent les autres modes. D'ailleurs, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc si vous avez des questions spécifiques, ou si vous n'avez pas compris quelque chose, mettez-le moi dans les commentaires. Soit j'y répondrai dans la prochaine vidéo, soit si je pense que la question, je vais pas y répondre, je vous y répondrai en commentaire, y a pas de souci. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver, moi et mon travail, sur Instagram, et si jamais vous êtes intéressé par un shooting, glissez dans mes DM. Comme ça, je vous détaillerai un peu comment se passe le shooting, les tarifs, tout ça. Bref, encore une fois, je ne sais pas comment conclure.